Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes mardi matin, mardi 17 septembre. Hier, c'était la grève. Grève à cause des retraites. Avocats, médecins, pilotes ont manifesté. Donc effectivement, la fronde contre cette réforme des retraites. Déjà, il y avait le RATP la semaine dernière. Et puis hier, 16 septembre, c'était le tour des professions qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui n'ont pas l'habitude de battre le pavé. Les avocats, les médecins, les paramédicaux, les pilotes, hôtesses, stewards sont descendus dans la rue pour défendre leur régime autonome de retraite contre le système universel préparé par l'exécutif. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire sociale de ce pays que des avocats, des professionnels de soins, des salariés sont ensemble pour donc défendre et dénoncer donc le projet de captation sans sommation de leur régime autonome de retraite. Donc effectivement, il y avait une grosse mobilisation de tout ce qui était profession d'avocat, du barreau. Il y a, je crois, 160 barreaux sur les 164 du territoire français qui étaient mobilisés et qui étaient en grève. Donc effectivement, ces avocats ont décidé de ne plaider aucune affaire et de demander le renvoi des procès. Donc quand on pense déjà au retard important qu'il y a en matière de justice, eh bien voilà, encore une journée de perdue. Des trains entiers d'avocats sont montés sur Paris. On a vu, je crois, 20 000 personnes défiler. Donc là, on voyait bien, ce n'était pas des gilets jaunes, c'était la tenue d'avocat et ensuite la tenue des blouses blanches, des infirmiers, etc. Comment expliquer? Le système, c'est que, vous savez, vous avez les régimes spéciaux. Je pense à la RATP, la SNCF, où les gens partent plus tôt avec des conditions particulières et qui ont besoin de l'argent public parce que leur régime est en déficit. Parce que bon, il y a tellement, entre guillemets, d'avantages. Enfin, c'était des avantages quand ils ont signé, quand ils sont embauchés pour travailler samedi, dimanche à la SNCF ou à la RATP. En contrepartie, ils avaient une retraite plus tôt. Donc après, voilà, on peut comprendre aussi que les gens qui travaillent dans la nuit, qui travaillent tous les jours fériés, puissent avoir certains avantages. Mais voilà. Mais ce sont des régimes où on a besoin de compléter, c'est-à-dire que l'État est obligé de compléter puisque ces régimes sont déficitaires. À ne pas mélanger avec des régimes autonomes. Idem, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez dans la réserve de la Caisse nationale des barreaux, c'est un organisme de retraite qui est complètement à part pour les avocats, ils ont 2 milliards d'euros de réserve financière. C'est-à-dire par eux-mêmes, ils ont décidé d'augmenter un petit peu leur cotisation il y a quelques années pour être sûrs d'avoir des bonnes retraites. Ils ont fait un effort parce que bon, ils géraient leur caisse d'une façon autonome. Et donc, en fin de compte, ils ont 2 milliards d'avance pour payer les retraites de tous les avocats qui partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc le régime est équilibré, il ne doit de l'argent à personne, au contraire, il en a en trop, si vous voulez, pour justement payer à un taux avantageux les futures retraites. Donc voilà. Et donc maintenant, avec la nouvelle loi qui serait mise en place, on va alors piquer ces 2 milliards, ça va aller dans le régime général, l'État les récupère, donc partout où il y a de l'argent en trop dans les régimes autonomes, on vous dit « Ah, mais on va faire un système de retraite à points ». Et donc, on vous pique votre argent. Donc, toutes les économies de dizaines d'années de ces avocats, de ces infirmiers, etc., et part dans les poches de l'État. Et l'État va vous dire « Ah oui, puis maintenant, vous allez cotiser 28% sur vos revenus au lieu de 14%. » C'est-à-dire que pour une infirmière qui gagne un peu plus allez, on va dire 2500 euros par mois, elle va se retrouver avec 500 euros de cotisation en plus à payer par mois. Donc, vous vous rendez compte, on lui double ses cotisations retraite. Donc, attendez, vous ne trouvez pas 500 euros comme ça. Voilà. Donc, voilà, ceci explique cela. Donc, ne pas mélanger. Dans les régimes spéciaux, il y a des régimes qui sont complètement autonomes et qui se suffisent à eux-mêmes, parce que ce sont des gens qui cotisent et c'est géré sainement. Voilà.
Après, voilà, j'explique le pourquoi que certaines professions ont des magots, parce qu'ils ont beaucoup mis de côté, et qu'en fin de compte, l'État va tout leur prendre. Enfin bon, voilà, ça c'est une chose, les grèves. Bon, je reviens sur incivilité, violence, enfin bon. Ouais. Là, je vais partir sur des tas de faits divers, parce que c'est des faits divers, hein. Des agressions, vous savez bien que maintenant, compte tenu de l'affaire de Villeurbanne, quand on se prend un coup de couteau, c'est rien, c'est juste un fait divers, hein. Donc, ne changeons rien. Dimanche, région lyonnaise, un homme de 22 ans s'en est pris au personnel soignant de l'hôpital Édouard Herriot. Plusieurs personnes, comment expliquer, un patient sous réquisition déposé par les forces de l'ordre qui ne sont pas restés sur place aux urgences s'en est pris violemment à l'équipe présente. Le suspect aurait agressé 6 personnes qui se sont vues prescrire entre 5 et 9 jours d'ITT avant l'intervention des agents de sécurité de l'hôpital et de la police. L'homme en état d'ivresse au moment des faits a été placé en garde à vue. Donc ceci explique ce que dénoncent les syndicats et avec la crise des urgences, je crois. On en est combien? 250 services d'urgence qui sont en grève depuis des mois et des mois. Ça, c'est du jamais vu, hein. Ah ouais, mais c'est le nouveau monde de Macron, hein, on est d'accord. Écoutez, une fois de plus, c'est la crise qui sévit. Il y a un manque de personnel, les gens attendent, et puis voilà, et puis il n'y a plus de sécurité d'assurer. Allez, un petit focus sur Lyon. Vous savez, sur Lyon, on avait aménagé les berges du Rhône. C'est très, très beau, c'est très festif. Au départ, c'était propre. Et donc, les quais du Rhône ne ressemblent plus vraiment à un petit paradis au cœur de Lyon, mais plutôt à un dépotoir géant où s'amassent canettes, bouteilles en verre exposées, bref, des déchets de tout genre, quand ce n'est pas des seringues, évidemment, qui jonchent le sol, plus des trottinettes qui, elles, sont jetées dans le Rhône. Voilà. Alors, on fait de nos villes des bidonvilles. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a quelques années, on nous parlait des banlieues comme des territoires oubliés de la République. Et puis, on a versé beaucoup d'argent pour essayer de remettre des banlieues à flot, de détruire des tours, de refaire des bâtiments et tout. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que la banlieue paupérisée, le bidonville, eh ben, il apparaît au cœur des villes. Alors, cœur des villes, presqu'île de Lyon. Je vous ai déjà parlé qu'il y avait plusieurs collectifs de citoyens et également de commerçants qui se plaignaient de l'inactivité de nos dirigeants, les dirigeants de la métropole de Lyon et de la mairie de Lyon. Alors, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 h du matin, rue du Président Édouard Herriot, des convois de voitures klaxonnant sans discontinuer, des jeunes éméchés qui hurlaient et des concerts d'autoradio malvenus. On voyait des gens en état d'ébriété grâce à la vidéosurveillance, hein. On les voit sortir, être affalés sur les capots, monter sur les capots de voiture, aller d'une voiture à une autre et faire des zouaves. Voilà. Aux grandes dames, évidemment, des riverains qui cherchent quand même à dormir, effectivement, à 3 h du matin. Alors, il y a un ras-le-bol des riverains. C'était pas un soir de match, c'était pas un mariage, mais c'était simplement 3 h du matin en plein cœur de Lyon. Donc tous les week-ends, il y a l'incivilité, le manque d'éducation et du vandalisme. Donc les politiques lyonnais sont au courant de cette situation, mais rien ne change. Et vous avez pourtant des vidéos où vous pouvez voir les plaques d'immatriculation. Mais non, rien ne change. Toujours banlieue lyonnaise, une dame âgée de 88 ans a été violemment agressée dans la nuit de lundi à mardi, retrouvée par un voisin dans un état grave et à moitié dévêtue, dans un immeuble situé sur l'avenue Gabriel-Péri à Saint-Fond. Je pars d'un principe que la sécurité est un droit, mais bien entendu, nos politiques l'ont oublié. Je compte sur vous pour nous faire entendre et pour vous faire entendre. On a un maire de Lyon et un maire de la métropole qui prétendent être attentifs à la vie quotidienne des Lyonnais, mais quel est le bilan après 18 ans de M. Collomb, maire, 18 ans de pouvoir autoritaire? Est-ce que Lyon est une ville plus propre? Est-ce que la délinquance a diminué? Est-ce qu'il est plus facile de se loger, de circuler, de se garer? Est-ce que le quartier de la Confluence est vert, accessible, abordable? Est-ce que le centre-ville est calme? Est-ce que la verrue de l'échangeur de Perrache a été supprimée? Non, toujours pas. Est-ce que le périphérique est enfin bouclé? Toujours pas. C'est de pire en pire.
Voilà. Et ces gens osent se représenter pour se faire encore réélire. Toute l'équipe, hein, que ce soit Collomb ou Klimmelfeld. Voilà. Bon, ce que je dis sur Lyon est valable. Il y a une décrépitude de toutes les municipalités qui ne font plus rien pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Alors, en partant de sécurité, nous rattrapons les Allemands. Chic, ouais. La France est désormais ex aequo avec l'Allemagne pour les demandes d'asile en 2019. D'après une agence européenne, effectivement, l'Hexagone est un pays de rebond pour les déboutés du droit d'asile. Ils sont déboutés du droit d'asile chez les voisins et donc ils viennent ensuite en France, surtout pour les ressortissants des pays de l'Est. Pour la première fois depuis la crise des migrants il y a 4 ans, la France pourrait accueillir autant de demandeurs d'asile que l'Allemagne en 2019, voire même dépasser son voisin si la tendance actuelle se confirme. La France a enregistré 91 372 demandes d'asile depuis le début de l'année, soit seulement 767 de moins que l'Allemagne. Rappelons que nous avons eu 120 demandes d'asile en 2018, donc 91 000 déjà en 9 mois. On va dépasser. Il faut savoir que l'Allemagne avait reçu depuis 2016 750 000 demandeurs d'asile pour 85 000 en France, mais l'écart n'a cessé de se réduire entre les deux pays. Et voilà. La France et l'Allemagne ont reçu à eux seuls plus de 40% des demandes d'asile enregistrées en 2019 dans les 28 pays de l'Union européenne, plus la Norvège et la Suisse. 40% entre la France et l'Allemagne. On prend vraiment notre part. Hein. Enfin, j'ouvre une parenthèse, ça c'est en plus de tous les visas réguliers qui se montent à 200, 250 000, les gens qui viennent avec des visas temporaires, qui restent, etc. etc. Donc tout ça s'additionne, hein, on est bien d'accord. Si ce n'était que 90 000 ou 100 000 personnes, mais ça c'est en plus des réguliers. Pourquoi la France séduit-elle autant les demandeurs d'asile alors que les associations critiquent une politique d'accueil qu'elles jugent défaillante, voire dissuasive? En fin de compte, notre pays est très attractif et la demande d'asile continue d'augmenter en France alors qu'elle baisse globalement d'Europe. C'est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui nous dit que la France est très accueillante. Alors les Afghans, tiens, les Albanais, les Géorgiens représentent les 3 dernières nationalités pour la demande d'asile, les 3 premières nationalités, pardon, pour la demande d'asile en France. Tous des pays où, enfin bon, ici en Afghanistan il y a quand même la guerre, mais enfin il y a une guerre, un semblant de guerre civile, mais voilà, Albanais, Géorgiens. Donc nous constatons une arrivée très importante de personnes venant de pays d'origine sûrs, d'Europe de l'Est, qui préfèrent venir en France car ils sont moins protégés en Allemagne, nous dit donc ce fameux directeur général de l'Office français. Donc il sait de quoi il parle. On voit aussi arriver en France une partie de ceux qui ont été déboutés dans d'autres pays européens, notamment en Europe du Nord et en Allemagne, et ensuite ils viennent en France, c'est le cas particulier des Afghans. Parce que chaque pays apprécie différemment en Europe la situation de l'Afghanistan, et donc pour les Allemands, il n'y a pas besoin d'avoir une demande d'asile. Les Afghans, pour eux, il n'y a pas la guerre. En France, on leur dit, c'est des pauvres chéris. Passe-moi ton couteau que je l'affûte. Tu pourras tuer quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Je vais faire la parenthèse. Il y a 4 fois moins de migrants en Italie et au Royaume-Uni. Les derniers chiffres de l'asile en Europe montrent aussi que l'Italie reste un pays de transit. Mais l'Italie n'a reçu que 24 000 demandes d'asile depuis le début de l'année, soit 4 fois moins que la France. Un nombre très faible également au Royaume-Uni, malgré la multiplication des traversées de petites embarcations sur la Manche. Voilà, donc en fin de compte, il semblerait qu'Emmanuel Macron veut se saisir du dossier de l'immigration. Il a fait passer aux élus un certain message en leur demandant de s'emparer du sujet de l'immigration pour répondre aux inquiétudes de l'opinion, parce qu'il sent que l'immigration, c'est un sujet qui peut le faire sauter, et donc il veut en parler comme en parlerait Marine Le Pen, et donc toujours conforter cette histoire de duel Le Pen-Macron dans lequel il sera sûr d'être élu en 2022. Je tiens à rappeler quand même que notre cher Gérard Collomb avait tenu des propos à valeur actuelle lors de son départ de ministère de l'Intérieur le 3 octobre dernier. Gérard Collomb avait livré le discours inattendu. Il faisait le bilan de quartier où la loi du plus fort a pris la place
de la République. Il ajoutait « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on ne vive face à face. » Alors, il y a eu un échange quelques mois précédents et Gérard Collomb avait dit aux journalistes de Valeurs Actuelles « C'est très inquiétant ce que je lis tous les matins dans les notes de la police. Cela reflète une situation très pessimiste. Les rapports entre les gens sont très durs. Les gens ne veulent pas vivre ensemble. » Interrogé sur le lien avec l'immigration dans son constat, il aurait répondu « Le lien est énorme. C'est pour ça qu'avec Emmanuel Macron, nous avons voulu faire changer la loi. » Le journaliste lui demande « Vous pensez qu'on n'a plus besoin d'immigration en France ?» Et Gérard Collomb aurait répondu « Oui, absolument. » Livrant ensuite donc de sombres prédictions selon les propos rapportés. Des communautés en France s'affrontent de plus en plus et ça devient très violent. C'est difficile à estimer, mais je dirais que d'ici 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. Oui, 5 à 6 ans pour éviter le pire. C'est Gérard Collomb, hein, il était ministre. Hein. Bon. Alors, toujours agression. Ah, tiens, à Toulouse, la ville rose. Samedi 14 à dimanche 15 novembre. Une violente rixe a éclaté, 4 heures du matin. Les protagonistes, passablement alcoolisés, se sont emparés d'armes blanches, des tessons de bouteilles et des couteaux. 3 blessés. État grave, pronostic vital engagé. Un homme en fuite, un autre interpellé, 36 ans. Ah bah Toulouse, c'était chaud hein, ce week-end. Hein. J'en ai un autre sur Toulouse. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. 2 heures après, à 6 heures du matin, un homme dans un état grave se trouve au niveau de la station de métro des Arènes sur la ligne A à Toulouse. À coups d'arme blanche. Très grièvement blessé à la gorge à coups d'arme blanche, où il pourrait également avoir subi des coups de tesson de bouteille. Évacué par les sapeurs-pompiers, son pronostic vital est également engagé. Vous voyez, on se fend la gueule hein, les week-ends. Marseille, tiens, Marseille. Marseille, 12 ans de réclusion pour un meurtre. Ah, Yamine Zeroual, 23 ans, et Fayad Chabani, 21 ans, 2 copains de la Castellane, jugés depuis mercredi pour la mort de Martial Titossian, 16 ans, découvert dans une mare de sang en janvier 2016 devant un commerce du quartier de la Bricade. Voilà. Eh bien, ils ont eu seulement 12 ans. C'est pas cher, hein. Ils vont donc ressortir à 35 ans et puis pourront recommencer. Allez, on fait le tour de la France. Montauban, dans le 82, un Algérien en situation régulière, jugé pour le viol d'une femme de 79 ans. Voilà, sordide affaire. Alors déjà à l'époque, le maire de Montauban, au cours d'une conférence de presse en octobre 2017, stigmatisait le laxisme de l'État en matière de délinquance et d'immigration. Le suspect, un ressortissant algérien sans papier de 38 ans à l'époque, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ça s'appelle une OQTF, notifiée par la préfecture 1 an plus tôt. Et ben voilà, ce monsieur voulait se venger de son ex-compagne qu'il avait mis dehors. Il a pénétré dans le domicile de cette ex-compagne. Il y a trouvé une amie de son ex, âgée de 79 ans, et voilà. Et lorsque les policiers sont arrivés, ils y trouvent entre le canapé et la table basse un homme nu allongé sur une femme de 79 ans, celle-ci la tête face au sol, a le poignet cassé. Et voilà, il aurait dû être reparti. Allez, on va parler Europe. Italie, un Marocain tente d'étrangler une serveuse car la bière servie est trop froide. Ça s'est passé à Reggio d'Émilie, dans le hameau de Cadet. Voilà, un homme qui vit dans la province de Potenza, qui possède des antécédents judiciaires, évidemment, est entré dans le bar pour commander une bière. Il s'est plaint qu'elle était trop froide et a commencé à insulter la femme derrière le comptoir. Puis il lui a jeté une bouteille. La serveuse chinoise l'a chassé, mais il est revenu, armé d'une tige en métal, l'a frappé violemment, l'étranglant presque, lui causant des blessures pour un diagnostic de 40 jours. Plusieurs clients ont tenté de l'arrêter, mais il les a attaqués. Il est monté dans sa voiture, a tenté de renverser la serveuse ainsi que les clients. Les carabiniers l'ont arrêté alors qu'il fuyait. Il a toutefois percuté la voiture de patrouille avant d'être appréhendé. Voilà, des sauvages qui sont accueillis dans des pays européens et qui foutent le bordel. On ne peut pas aller à l'école en France. Vous ne savez pas ça? Guerre des bandes en Île-de-France.
Ils sont obligés de sécher les cours, car leur lycée est en territoire ennemi. Des lycéens franciliens sont obligés de quitter l'école ou d'user de stratagèmes pour se rendre en classe, par crainte d'être pris à partie par les jeunes d'un autre quartier. Les équipes enseignantes sont désemparées. Il y a un jeune, 18 ans, son lycée de secteur est à quelques minutes de chez lui, mais impossible de s'y rendre, car il nous dit que c'est en territoire ennemi et il risque de se faire agresser. Elle n'est pas belle la vie, en région parisienne? Que fait le gouvernement? Que font les élus? Rien. Mantes-la-Jolie. Ah! Les braqueurs du bar tabac menacent de brûler la mère du patron. Pour intimider encore davantage, un complice survient, il asperge la mère du patron avec de l'essence contenue dans une bouteille en plastique et menace d'y mettre feu. Ce bar est tenu par des personnes d'origine asiatique. Les fonctionnaires vont tenter d'établir si ces malfaiteurs ciblent uniquement la communauté de commerçants dans les Yvelines. Donc on l'arrose la maman, on montre les allumettes, et maintenant tu me donnes ta caisse et ils repartent avec 20, 30 000 euros, des tickets à gratter, etc., etc. Voilà. Maintenant je voudrais revenir sur une chose affolante. Rappelez-vous à la rentrée des classes, le 6 septembre, la cantinière de Marseille, Sandra Reginensi, a été victime d'une violente agression à l'arme blanche sur son lieu de travail à Marseille. Originaire de Benaco, elle souhaite désormais rentrer en Corse pour être en sécurité. 44 ans, elle est cantinière à l'école La Pauline à Marseille, dans le 9e arrondissement. Elle a été grièvement blessée à l'abdomen et à la gorge. Elle est traumatisée. Mais, personne ne vous dit, personne ne vous parle de son témoignage. Son agresseur, un jeune de 17 ans, a été arrêté peu après, ayant crié « Allahu Akbar ». Il a été interné en psychiatrie. C'est tout. Écoutez, elle a brisé l'omerta sur le caractère islamique de cette attaque. Oui, lorsqu'il est rentré, il m'a dit « Je suis musulman, je fais de la prière, Allahu Akbar, les chrétiens, il faut tous les tuer, toi tu vas mourir aujourd'hui, je sais que ce n'est pas bien ce que je vais faire, je le sais parce que je fais la prière, mais je vais le faire quand même. » Là, il m'a poignardé, conscient de ce qu'il faisait. Voilà. Maintenant, cette pauvre femme, elle va se planquer en Corse parce qu'elle est traumatisée. Et elle avait déjà eu une agression il y a 5 ans. Donc, des trucs de fous, de malades, et toutes les semaines. Allez, Rouen. Un adolescent de 17 ans soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un homme retrouvé la tête fracassée dans les jardins de l'hôtel de ville de Rouen a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé. Une trace ADN a été relevée sur la scène de crime. Le jeune homme de nationalité ivoirienne, connu des services de police pour des faits de violence, a été interpellé à Nardédal, près de Rouen, jeudi matin vers 6 h. Une perquisition domiciliaire a été effectuée dans la foulée, les enquêteurs étant à la recherche des faits vestimentaires et d'autres enquêteurs. Une trace ADN correspondant à l'empreinte génétique de l'adolescent avait été relevée sur la scène de crime. Et voilà. Et il s'en est pris un homme rangé d'une quarantaine d'années qui avait été découvert par un employé communal à 7 h du matin vers l'hôtel de ville de Rouen. Entièrement nu, la tête ensanglantée, méconnaissable, tant les coups qu'il a reçus ont été violents. Ivoirien. Mais tous ces gens, je comprends pas. Enfin bon. Ah oui, tiens, on va passer à Nantes. Ah bah Nantes, ça c'était au mois d'août. Hein. Le planning de la cour d'assises de Nantes était éloquent. Sur 3 semaines jusqu'au 5 juillet, 3 affaires de viol ont été jugées, avec 15 parties civiles. À chaque fois, l'accusé est d'origine étrangère. Et donc, il y a un traducteur. Alors, du 24 au 28 juin, c'est un mineur, 9 parties civiles avec des viols aggravés, des viols sous la menace d'une arme. La semaine suivante, un autre homme mis en accusation avec 5 parties civiles. Un policier nantais confirme les viols sont en augmentation et très souvent les victimes sont blanches. Quant aux violeurs, ils sont souvent d'origine nord-africaine. Souvent aussi, ils se font passer pour des mineurs. Parfois, ils sont titulaires d'un mariage de complaisance. Mais il nous dit, le policier, cette vérité n'est pas bonne à dire, au risque de remettre en cause le dogme de l'enrichissement culturel.
Des récits qui n'étonnent guère un autre policier nantais. Oui, il y a de plus en plus de viols et de tentatives. J'ai entendu d'autres récits de filles qui l'avaient échappé belle. Certaines, notamment celles qui vont dans leur centre régulièrement, les serveuses par exemple, serveuses de bars, de restaurants, qui sortent tard le soir, se promènent maintenant armées ou demandent à leurs amis de les rejoindre systématiquement, ce qui ne décourage pas les violeurs, car la réponse judiciaire est tardive et faible. Beaucoup s'en sortent avec une garde à vue et se font passer pour mineurs s'ils sont pris. Le risque, c'est qu'un jour, faute de réponse judiciaire et de volonté politique, une victime ou un de ses proches soit tenté de se faire justice soi-même. Voilà. Voilà, toujours la violence. Eh bien tiens, on va terminer. On nous a parlé du Grenelle sur les violences conjugales. La 100e femme tuée, Salomé, avait été tuée il y a quelques semaines. Elle voulait quitter son compagnon, Amin A. Celui-ci est en garde à vue. Alors, on peut effectivement saluer le lancement du Grenelle sur les violences conjugales, mais vous vous rendez compte, 100 femmes décédées, vous avez une explosion d'insultes, d'harcèlement, de violences, d'agressions sexuelles. C'est le quotidien de millions de femmes. Une fondation, il y avait une étude IFOP pour une fondation Jean Jaurès. 12% des femmes françaises ont été victimes d'un ou plusieurs viols au cours de leur vie. Non mais vous plaisantez. 12% des femmes, une femme sur 10. Face à l'urgence, la lutte contre les violences physiques et verbales faites aux femmes exige des résultats. Le gouvernement en est vraiment loin, effectivement. Et ce n'est pas le premier. Bien sûr qu'il faut subventionner des centres d'hébergement. Il faut condamner systématiquement les auteurs de harcèlement, de maltraitance, violence et agressions sexuelles, instaurer des peines planchées sévères pour les auteurs de violences conjugales, sanctionner les insultes de rue, libérer les femmes du communautarisme en interdisant le port du voile dans les universités, hôpitaux, entreprises, le port du burkini, aider les femmes victimes de prostitution à retrouver leur liberté et aider les associations qui luttent contre justement cette prostitution et contre les trafics. Voilà. Mais, chaque fois qu'il y a des clips de rap où l'on voit des femmes plus ou moins violées, agressées, étranglées, d'une violence rare, les chanteurs, si on peut appeler ça des chanteurs, ces personnes qui vocifèrent des énormités, des vulgarités, avec des images chocs où la femme est réduite à l'état d'un objet sexuel qu'on peut martyriser, eh bien, malgré les scandales, j'ai encore les images du rappeur couché sur une femme en train d'étrangler, c'était le dernier scandale, enfin bon, et ces gens-là s'en sortent. Donc, à force, les gamins, ça devient naturel, ils voient des images, des clips vidéo de rap, où effectivement, on tabasse des femmes, on les viole, on les étrangle. Donc, quelque part, ça rentre dans une certaine normalité. Mais on ne censure pas. Voyez, vous allez dire un truc sur Facebook, on va vous censurer, et on laisse passer des clips qui sont vus par des centaines et des centaines de milliers de personnes. Voilà. Et après, on s'étonne que les gamins de 15 ans, une fille leur dit non, et ils lui mettent deux baffes et puis ils la violent. Voilà. Voilà la France. La France de la violence, à force de baisser son pantalon et de ne pas mettre le poing sur la table. Il n'y a pas de couleur qui compte. Tout le monde doit respecter la loi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Blanc, bleu, rouge, schtroumpf, peau rouge. La loi est la même pour tous. Les femmes doivent être respectées. Et quand c'est non, c'est non. Voilà. Eh bien écoutez, votez pour des gens qui feront passer des lois, qui mettront les moyens pour assurer la sécurité, ne serait-ce que la sécurité en prévention, la sécurité des concitoyens. Bon, je rappelle qu'on monte une liste qui s'appelle Pour une métropole plus propre sur la région lyonnaise. Il y a un site internet, une page Facebook. Donc, tous les jours, on vous met des informations. On cherche des candidats également. Donc, si vous voulez vous apporter votre aide, reprendre en main votre destin, ne plus laisser les élus tranquilles dans leur bureau doré,
et cumuler les indemnités. Eh bien écoutez, rejoignez-nous, d'accord? Allez, merci, on se bouge. On a quelques mois pour reprendre en main notre destin et jouer déjà localement et mettre la pression localement sur la sécurité et la propreté. Dans nos agglomérations, c'est notre lieu de vie. Notre ville est devenue une poubelle. Nos villes sont des poubelles. Et sont des repères d'assassins, de dealers. Donc voilà. Allez. Merci. Partagez. Allez. S'il vous plaît. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. À très bientôt. Mardi matin, on va aller travailler. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas dans des bureaux à regarder le plafond. Allez, merci. Merci pour tout. Merci pour vos encouragements surtout. À très bientôt. Au revoir.